Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va reverse engineer, si on peut dire ça comme ça en français, faire de la rétroconception sur des modems câbles en particulier. Et je vais présenter au début de ce talk en fait les techniques et outils nécessaires parce que vous n'êtes pas tous reverse engineer, vous n'avez pas tous travaillé avec des systèmes matériels, notamment électroniques. Donc on va voir comment passer d'un statut de, on va dire, de quelqu'un qui est techniquement compétent sur de l'informatique et notamment la sécurité informatique ou la programmation, à un statut de reverseur hardware débutant. Donc pour ce faire, on va traiter différents aspects du reverse engineering. Donc on va voir notamment les outils et compétences requises, avec certains outils qui sont facilement accessibles. Combien ça coûte si vous voulez vous équiper en matériel pour faire du reverse engineering hardware, pour avoir au moins le matériel de base et reverser. Et puis des petits rappels sur la logique binaire, l'algèbre de Boole, un petit peu d'électronique aussi, qui peuvent être intéressants pour la suite. Donc parmi ces systèmes qu'on va pirater, je me suis concentré en particulier sur des modems câbles. Pourquoi? Parce que c'est assez présent désormais dans les foyers, notamment avec l'arrivée de la fibre. Il y a certains fournisseurs d'accès qui fournissent ce type de matériel. On peut aussi en acheter dans le commerce, des modems câbles qui fonctionnent relativement bien. Et ces modems câbles sont pour la plupart basés sur des puces qui sont vraiment de dernière génération. Et ces puces, elles sont très intéressantes à étudier, en particulier leur fonctionnement. Donc pour étudier ces puces, on va utiliser un ensemble d'outils et de techniques qui sont tout à fait accessibles à tout à chacun. L'objectif étant d'avoir un accès shell, un accès console sur le système. Avec cet accès console, on va pouvoir faire plusieurs choses. On va pouvoir interagir avec la machine, mais on va aussi pouvoir analyser comment cette machine fonctionne, voire avoir accès à certaines fonctionnalités auxquelles on n'a normalement pas accès, comme par exemple des menus système, voire pour faire de la lecture et de l'écriture mémoire. Mais ce n'est pas suffisant. L'accès console ne va pas nous suffire. On va aller aussi mettre les mains dans le cambouis, aller regarder comment ça fonctionne à l'intérieur, sortir le fer à souder et puis d'autres éléments, et faire comme ce qu'a fait Renaud précédemment, c'est-à-dire dessouder certains composants et faire des images de ces composants afin d'extraire de l'information. L'idée n'étant pas forcément de chercher des données très particulières dans ces puces qui vont être récupérées, mais plus d'aller chercher à identifier, disons, le fonctionnement et les éléments clés. On ne cherche pas des clés crypto, en l'occurrence, on cherche plus des systèmes de fichiers ou des archives notamment. Donc on va voir comment faire un dump mémoire et on va se concentrer notamment sur un chipset qui est un chipset Broadcom, le BCM 3383, qui est un des tout derniers chipsets. Et on verra comment on peut l'analyser et extraire des informations. On verra aussi comment on peut se servir des accès consoles et de tout ce qu'on aura pu obtenir jusque-là pour faire du fuzzing, mais du fuzzing intelligent sur ces systèmes-là. Parce que la plupart d'entre vous qui adorent le fuzzing, vous vous pluguez directement sur les câbles Ethernet, sur les commutateurs, etc. Et vous lancez toute une série de paquets, vous regardez ce que vous pouvez obtenir. Alors qu'en fait, si vous avez un accès console en plus, eh bien vous pouvez faire beaucoup plus de choses. Vous pouvez analyser le retour console et notamment voir lorsque l'application crash ou lorsque le système même crash. C'est facile à voir sur un ordinateur parce qu'on a quelque chose qui est relativement complexe et on a pas mal d'appels système qui permettent de déterminer ça. Sur un système embarqué, c'est un poil plus difficile et l'accès console va nous simplifier la vie. Donc déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Donc, je suis Damien Coquille. Donc, je fais partie de la team HZV depuis pas mal d'années. Vous m'avez certainement vu durant plein de nuits du hack. Et donc je gère le labo de recherche et développement de Sysdream. Je suis un grand geek, papa aussi, passionné d'informatique et d'électronique. Et c'est ce qui m'a amené justement à m'intéresser à ces différents éléments. Il y a quand même un élément clé dans le hacking, c'est qu'on est là pour apprendre. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas de compétences en électronique, si vous n'avez jamais manié un fer à souder, ou ne serait-ce que vu une datasheet de mémoire flash, c'est pas grave, c'est quelque chose qui peut s'acquérir en ayant les bonnes ressources. Donc le hacking hardware, c'est quelque chose qui reste facile, qui peut s'apprendre. Pour faire du hacking hardware, eh bien, on va devoir toucher à de l'électronique. Et on a un peu perdu en fait ce feeling qu'on avait avec l'électronique au début de l'informatique. Les barbus dans les années 80 qui faisaient des ordinateurs dans les garages en soudant des puces, des composants, etc. On est arrivé à un point en fait où toute la partie électronique, elle est totalement magique. On ne sait pas comment fonctionne un CPU, on ne sait pas comment fonctionne la mémoire, la RAM. On a perdu en fait cet aspect matériel. Et on va essayer de retrouver cet accès matériel sur des systèmes embarqués. Parce que les systèmes embarqués, avec des puces Broadcom par exemple, ce sont juste des petits ordinateurs qui utilisent vraiment des composants minimalistes.
Et pour avoir accès à ces différents éléments, eh bien, on va avoir besoin de notions fondamentales d'électronique, ainsi que de logique binaire. Donc, bien sûr, ces éléments-là manipulent principalement du format binaire sous forme de bits et de 0 et de 1. Ce que vous devez absolument connaître avant de vous lancer dans cette aventure qui est le hardware hacking. Ce sont normalement des fondamentaux de l'informatique, et notamment de la programmation. Si vous avez déjà entendu parler de l'algèbre de Boole et des opérations ainsi du théorème de De Morgan, vous êtes sur la bonne voie. Si ce n'est pas le cas, il y a Wikipédia. Il s'agit d'un algèbre qui est très utilisé avec des opérateurs logiques et ou OR, XOR, que vous avez forcément rencontré au moins une fois. Cette algèbre de Boole, c'est un des fondamentaux de l'électronique. Il faut aussi avoir une super compétence dans la recherche réalisée sur des moteurs de recherche comme Google, DuckDuckGo, etc. Et surtout, savoir lire des documentations. Encore une fois, pour ceux qui ont Linux et qui ont bien galéré pendant des années, la notion de RTFM, vous connaissez, eh bien c'est exactement pareil. Il va falloir être prêt à bouffer du PDF, à regarder comment ça fonctionne en suivant des documentations techniques. Il faut aussi savoir utiliser un multimètre. Je suis sûr qu'en troisième ou en première seconde, vous avez certainement manipulé des multimètres, voltmètre, ampèremètre, etc. Si vous avez des restes de manipulation de ces éléments-là, il n'y a pas de problème, vous devriez trouver à peu près ce que vous voulez au niveau du hacking hardware. Et puis bien sûr, l'utilisation du fer à souder qui est un prérequis assez fondamental. Il faut savoir souder et surtout apprendre à dessouder. Vu qu'on va manipuler des composants, on va repérer certains composants. Si on ne sait pas comment les dessouder, on va être assez bloqué. Donc on va voir comment faire, avec quel outil, et quelles sont les techniques utilisées. Si vraiment vous êtes bien doué, et vous avez déjà utilisé un oscilloscope et que vous vous rappelez comment vous en servir, ça peut être utile. Alors il ne faut pas griller l'oscilloscope. L'inconvénient de l'oscilloscope, c'est que ce n'est pas forcément accessible à tous, ça a un certain prix. Et si c'est mal manipulé, il y a moyen de le cramer. Cramer un oscillo à 1000 et quelques euros, c'est pas forcément agréable. Donc l'utilisation de l'oscilloscope n'est pas obligatoire ici. Les outils requis, donc si on fait le point, il faut avoir un fer à souder. Ça se trouve à 20 € sur Amazon. Ceux qui vont faire le workshop hardware avec moi ce soir, c'est les stations de soudage qui seront à disposition. Pas plus de 20 €, ça reste vraiment le matériel de base qui est tout à fait fonctionnel pour faire ce qu'on a à faire. Et il faut aussi avoir une plaque de prototypage, qu'on appelle généralement une breadboard, avec tout un jeu de fils permettant de connecter différents éléments. Vous allez en voir une dans les slides qui suivent, avec des montages bien sales. Rassurez-vous, c'est une manière qui permet de faire ça très rapidement. Quand on est pris par le temps, notamment, ça permet de faire des dumps de flash, par exemple, de manière rapide. Il faut aussi, dans la plupart au moins avoir une pompe à dessouder. Une pompe à dessouder, c'est un élément qui permet d'enlever de l'étain en faisant fondre l'étain avec le fer à souder. Très pratique pour retirer certains composants qui sont soudés au travers des circuits. On peut aussi avoir notamment de la tresse, ça peut tout à fait marcher. Des tournevis, et puis si possible, un ordinateur portable ou un ordinateur fixe, parce qu'il y a toujours cette notion d'informatique qui est présente. C'est-à-dire que même si on va bidouiller de l'électronique, au final, on va être amené à travailler avec un ordinateur pour interpréter l'ensemble des signaux, et voire s'interconnecter directement avec le système. Donc si vous avez tout ça, ou que vous souhaitez acheter tout ça, ça fait un coût qui est assez honorable, on va dire, on tombe dans les moins de 200 €, et ça permet de faire à peu près tout au niveau du hacking hardware. Durant nos pérégrinations au niveau du hacking hardware, on va être amené à travailler avec des PCB. Les PCB sont les circuits imprimés. Il faut bien savoir qu'il y a différents types de circuits imprimés. Renaud parlait tout à l'heure des circuits imprimés qui a été résinés et tout, donc ça c'est assez problématique pour l'analyse. Par contre, on a deux grands modèles de composants qui sont mis sur les circuits imprimés. On a les composants qui sont montés en surface, c'est-à-dire qui sont juste posés et soudés à la place, et les composants qui sont traversants avec des pattes. Ceux qui ont fait l'électronique en technologie, je suis sûr que vous avez fait ça en troisième ou autre, eh bien vous voyez de quoi je parle en fait. Vous avez soudé vos résistances en la passant au travers du circuit imprimé. C'est exactement de ça que je parle. Le problème, c'est pour dessouder. Ça ne se dessoude pas pareil. Entre dessouder une résistance qui est fixée via un circuit traversant et dessouder un microcontrôleur qui a une soixantaine de broches en surface, la technique n'est pas du tout identique. Là, vous allez voir que j'ai dû dessouder des mémoires flash à 16 broches qui étaient soudées en surface. Et au fer, c'est carrément impossible. Il y a quand même des techniques permettant d'y arriver. Sur ces circuits, on va essayer de faire du reverse engineering. Et pour faire du reverse engineering, on va utiliser les pistes. On va suivre l'ensemble des pistes et essayer de retracer le diagramme.
C'est un peu l'équivalent de ce qu'on fait avec des binaires quand on reverse des exécutables. On retrace les pistes et on refait les diagrammes. Donc là, l'idée, c'est de savoir comment tout est interconnecté pour pouvoir déduire le principe de fonctionnement. S'il y a des éléments que l'on ne connaît pas, on va essayer de les apprendre, de les découvrir. Donc c'est des éléments qu'on va retrouver assez régulièrement. Les bases de l'électronique, donc je vais utiliser certains termes barbares de l'électronique, donc je tiens à préciser ces termes-là avant. Donc premier terme, le pull-up ou pull-down. C'est en fait un système qui permet de paramétrer un état de base d'une pin. Comment ça fonctionne? On met une résistance entre la pin et l'alimentation ou la masse, selon qu'on veut faire un pull-up ou un pull-down. Pull-up, on force l'état haut, pull-down, on force l'état bas. C'est très utile, notamment quand on travaille avec des datasheets, quand on regarde certains composants, on a besoin de mettre un reset, par exemple, une broche reset à 0, une broche reset à 1. On va utiliser ce genre de technique. Donc le pull-up, pull-down, la loi d'Ohm, que vous devez tous connaître, qui ici, dans sa version, ne fonctionne que sur des circuits à courant continu, hein, U égale RI, qui sert tout le temps. Donc, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir sur Wikipédia. Et puis, ce que sont des composants intégrés, des circuits intégrés, c'est-à-dire des petites puces, par exemple, qui font une fonction particulière. Et on a des puces qui font des choses assez intéressantes, comme les microcontrôleurs, par exemple, ou des puces qui sont assez passives, dans le sens où elles vont juste permettre de stocker de l'information. Alors c'est un peu sournois, parce qu'il y a une partie active quand même pour le stockage en lui-même. Mais c'est notamment le cas des mémoires flash, par exemple. Rappelez-vous, les ingénieurs électroniciens utilisent aussi Google. Donc si j'utilise Google, vous pouvez aussi vous en servir. C'est une très bonne source d'information, notamment pour les feuilles des datasheets, en fait, des documents qui décrivent les différents composants. On a beaucoup de datasheets en ligne, donc vous pouvez assez facilement les récupérer, sauf pour certains composants chinois qui sont marqués bizarrement et qu'on n'arrive pas à retrouver, auquel cas il va falloir regarder comment ça se comporte. C'est un peu plus corsé dans ce cas-là, mais vous allez voir que moi j'ai pas eu tellement de problèmes avec mon système. Vient donc la phase d'intrusion, physiquement parlant. On n'est pas sur une intrusion informatique, mais plus une intrusion au niveau électronique. Et pour faire cette intrusion, on va notamment la cibler sur des modems câbles. Les modems câbles, ce sont des modems qui sont utilisés notamment par des systèmes fibrés, des opérateurs par exemple, qui mettent des modems câbles à disposition avec la fibre, et qui sont fournis comme une boîte noire. Donc une boîte noire, on peut l'ouvrir, on peut regarder ce qu'il y a dedans, mais on n'a aucune information sur, un, comment ça fonctionne, et deux, les composants qui sont dedans. À savoir qu'il y en a certains qui sont cachés, qu'il va falloir essayer de retrouver. Donc pour arriver à pirater, à essayer de bidouiller ces différents éléments, il faut aller mettre les mains dedans. Bon, j'ai réussi à trouver un modem câble, notamment un qui était fourni par un fournisseur d'accès Internet dont je tairai le nom. Et j'ai ouvert ce modem câble pour voir comment ça fonctionnait. Donc en sortant les tournevis. Et ce modem câble a notamment de la connectivité Wi-Fi, une connectivité Ethernet, il y a un petit commutateur et 4 ports derrière, et il gère notamment l'aspect câble. Ça, c'est notamment ce qui va être intéressant. Au niveau des spécifications, donc on retrouvera le support de la norme DOCSIS. DOCSIS est une norme qui permet justement de faire de la communication via le câble. Et c'est une norme qui est pas mal documentée, pas forcément la 3.0, mais les normes précédentes. Je vous invite à aller voir sur Google notamment pour avoir plus d'informations par rapport à ces différentes normes. Mais c'est toute la partie qui gère la création de la connexion au réseau opérateur. Donc DOCSIS. Les fournisseurs d'accès généralement sous-traitent la partie création de boîtier. Donc en fait le boîtier que l'on analyse, c'est pas le boîtier qui a été créé par un fournisseur d'accès, mais un boîtier qui a été créé par une société. Alors il y en a eu plein. Hein. Si vous prenez les premières Livebox par exemple, c'était Inventel, Sagem, on a même du Thomson pour certains vieux boîtiers. On trouve un peu de tout au niveau des fabricants. Il y a même Samsung qui fait aussi des boîtiers pour des fournisseurs d'accès. Et les modems, câbles en tout cas, pour la partie modem pure, reposent principalement sur des puces qui sont dédiées, notamment les puces Broadcom. Pourquoi? Parce qu'on est sur des systèmes qui sont tout intégrés en une puce, qui sont très faciles à mettre en œuvre et qui font tout le travail à leur place. À savoir qu'en plus, il y a certaines fonctionnalités qui sont assez intéressantes. Et on trouve généralement, accompagnant ces différentes puces, eh bien de la mémoire qui permet de stocker ce qu'on appelle le firmware. Vous avez tous entendu des mises à jour de firmware, tous vu des fichiers de firmware. En fait, c'est des informations, ces firmware sont destinées à être stockées dans une mémoire qui est non volatile, qui va être conservée donc, au fur et à mesure, et qui contient tous les éléments permettant de faire tourner le système. C'est cette mémoire-là qui va nous intéresser en particulier. Les chipsets récents, comme le chipset Broadcom 3383, qui va faire l'objet de l'étude ici, intègrent notamment tout le support du réseau. Il gère toute la partie Wi-Fi aussi, qui peut être directement connectée, et il gère bien sûr le DOCSIS 3.0 pour pouvoir avoir accès ou offrir l'accès au réseau opérateur.
Donc il a un processeur de 500 MHz, donc c'est pas très puissant, hein, mais ça reste quand même pas mal pour ce genre de puce. Et on est sur un système qui est dit system on a chip, c'est-à-dire en fait c'est un système qui est tout intégré dans une seule puce et qui permet aussi de faire des développements d'applications personnalisées, des actions dédiées. Pour pouvoir interagir avec cette puce, eh bien, cette puce a un port console. Le port console, c'est 4 fils, une alim, une masse, TX, RX, donc pour le fil de transmission et de réception. Si on arrive à trouver 4 points sur la carte sur lesquels on peut identifier le comportement de ces 4 fils, on peut venir connecter un câble console et avoir accès sur un ordinateur à la sortie qui est produite par le boot du système. Donc on aura le log de boot par exemple, et on pourra aussi dans certains cas taper des touches, taper des caractères qui seront envoyés au modem et qui seront traités comme une entrée-sortie. C'est un shell, mais bas niveau, permettant de communiquer avec le chipset. Et c'est très intéressant quand on trouve ce système-là. Bon, vous doutez bien que les gens qui fabriquent les modems câbles ne donnent pas directement l'accès à la console. C'est réservé à la maintenance. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'au niveau de la conception de leur circuit, ils cachent ces différentes broches pour qu'on ne puisse pas forcément facilement les trouver. Bon, ils sont dans certains cas désactivés. Si vous regardez l'image sur ce slide, vous avez donc un connecteur qui est le J302 avec 4 pattes sur lesquelles on peut connecter un port console par exemple. Et en dessous, il y a des emplacements pour des composants, mais ces composants sont manquants. Et dans ces composants, on retrouve notamment 2 résistances qui font le lien entre le connecteur TX-RX et le chipset. Si vous ne mettez pas de résistance, il n'y a pas de liaison électrique, et donc vous ne pouvez pas communiquer avec. Bon, ça se reverse assez facilement, hein. On ne va pas mettre de résistance, on peut placer des petites résistances CMS, mais on n'a pas forcément ça sous la main. Un point de soudure fait l'affaire, un bon fer, on fait chauffer, et on fait un strap de soudure entre les deux. En plus, la documentation de la carte indique la position des résistances, et après on vérifie avec un voltmètre qu'on a bien fait le lien. Et comme ça, on obtient un accès console. L'accès console donne de grosses informations. Il y a quand même un bémol. Il faut avoir le matériel permettant de communiquer avec l'accès console. Si vous avez un Arduino, sachez que votre Arduino peut servir de convertisseur USB accès console. Pourquoi? Parce qu'il y a un chipset qui est intégré à l'Arduino qui s'appelle le FTDI, qui permet de faire la conversion USB serial. Et autrement dit, si vous prenez votre Arduino, vous enlevez le microcontrôleur ATmega qui est dessus, si vous connectez le TX-RX de l'Arduino directement au port série avec l'alimentation et la masse, eh bien vous avez un convertisseur console à pas cher. Surtout que je suis sûr qu'il y a quelques-uns d'entre vous au moins qui ont au moins testé l'Arduino. C'est pas cher l'Arduino, ça fait un convertisseur et en plus ça fait aussi plein d'autres choses. Bon, pas le café, mais ça fait quand même, ça peut servir à des projets divers et variés sur des systèmes embarqués. On verra notamment je m'en suis servi pour autre chose. À quoi ça ressemble lorsque c'est connecté? À ceci. Bon, c'est le même port que tout à l'heure, mais avec 4 fils qui ont été connectés de force pour avoir un accès à la console. Alors c'est l'autre côté de la plaque. Et on peut distinguer notamment une petite puce qui n'est pas très loin qui va nous intéresser tout à l'heure. L'accès console ici, lorsque je démarre le système, j'ai toute une série de logs et un menu. Et notamment dans ce menu, j'ai un menu de configuration, un menu de maintenance. C'est intéressant le menu de maintenance. Regardons un petit peu ce qu'il y a dans ce menu de maintenance. On peut booter à partir de la flash, télécharger et lancer des programmes à partir de la RAM, de la flash, on peut effacer la mémoire, on peut paramétrer des modes, on peut notamment, via ce paramétrage de mode, désactiver la vérification des signatures des firmware. C'est intéressant quand on fait du modding de firmware par exemple. On peut aussi réinitialiser toute la partie Ethernet, afficher la carte mémoire, notamment utilisée par la flash, voire dans certains cas, reset, remettre à zéro le système. Et ça, on y a accès via le port console, en faisant les bidouilles que je vous ai cités. Une fois qu'on accède à ce menu, on peut faire pas mal de choses. Seulement, on va être assez limité, parce qu'on ne sait pas quel est le système, on ne connaît pas l'image système qui a été mise dans la mémoire. Bon, qu'à cela ne tienne, on va la récupérer. Comment on fait? On identifie la puce qui est en charge de stocker la mémoire flash. Donc pour faire ça, il va falloir identifier des composants, et notamment les composants clés. Donc pour identifier les composants clés, on regarde quels sont les composants, on repère les références, on Google, ou on DuckDuckGo, selon les affinités. On regarde les datasheets qui correspondent, et on passe des heures à regarder les datasheets qui conviennent, jusqu'à ce qu'on ait des informations comme mémoire flash, IMMC, etc. Quand on arrive à trouver des mémoires flash, c'est sympa. On peut aussi tomber sur de la RAM. Pourquoi? Parce que les systèmes on-chip, ils ont besoin de RAM pour fonctionner.
Donc on peut tomber sur de la flash, de la RAM, ou des composants qui sont inconnus. Le meilleur moyen pour les trouver, c'est bien sûr de chercher sur Google. Voilà un exemple de board, donc avec un chipset qui est un Broadcom. Et on peut voir donc, juste au-dessus ici, une mémoire. Et cette mémoire, en fait, c'est la RAM. C'est pas une mémoire flash, donc c'est pas là où on va trouver le firmware. Donc là, c'est pas gagné. Cependant, si on revient un petit peu quelques slides en avant, avec le port console, on a un élément qui se trouve ici. Et en fait, après recherche sur la carte, il se trouve que cet élément qui se trouve ici, qui est soudé en surface, eh bien, c'est un composant flash de 2 mégas. Donc une fois qu'on a trouvé ce composant flash, on va le dessouder pour récupérer les informations. Le problème du dessoudage de composants flash comme ça, mis en surface, comme je l'ai dit, c'est qu'on ne peut pas le faire avec un fer à souder. On peut le faire avec une pompe, mais c'est très difficile. Le meilleur moyen, le plus rapide, le plus efficace pour dessouder des composants soudés en surface, c'est le décapeur thermique. Ça fait barbare, mais ça marche relativement bien. Vous prenez votre décapeur thermique avec une pince et vous soufflez assez rapidement, pas trop chaud quand même, hein, 400 degrés max. Vous montez à 480 sans trop de problème. Vous mettez l'air chaud et vous réchauffez la puce en entier. Et avec la petite pince, vous essayez de l'enlever. Puis à un moment, ça part tout seul. Il n'y a plus qu'à nettoyer un petit peu les broches et on peut dialoguer directement avec. Ça coûte pas cher, peut-être 10 € le décapeur thermique sur internet et puis une paire de pinces, vous piquez une paire de pinces, je sais pas, à votre femme ou peu importe, hein, ça fonctionne relativement bien. Un petit couteau aussi peut faire l'affaire. Donc la technique, quand on est face à ces composants soudés sur circuit, c'est le décapeur thermique avec les pinces. Pour ce qui est des composants soudés via des systèmes traversants, eh bien, une pompe à dessouder fait radicalement l'affaire. Une fois qu'on a dessoudé la carte mémoire, eh bien, on va la connecter. Donc ici, vous avez un montage Ubersal qui est fait pour être facilement modifié. Il s'agit de fils de breadboard, de plaques de prototypage qui ont été soudées un petit peu à la méthode ISO 1664, c'est-à-dire vraiment en mode l'arrache, avec un fer à souder, connecté sur une plaque de prototypage pour pouvoir tester la communication avec le chip. Donc une fois qu'on a récupéré la mémoire flash, on va pouvoir communiquer avec cette mémoire flash et récupérer les octets qui sont stockés dedans. On va utiliser notamment des protocoles de communication type SPI qui permettent de récupérer ou de communiquer directement avec la flash. Et il faut savoir que selon les types de puces, on a plus ou moins de mémoire et il y a des petites variations à faire dans les méthodes de communication. Donc, par exemple, dans le setup que j'ai mis juste après, marche plus ou moins bien leur truc. Dans le setup que j'ai mis juste après, moi j'ai utilisé notamment un Arduino comme ceci qui est couplé avec la flash. Eh bien, on a le... Je vais pas y arriver. On a une bibliothèque sur Arduino qui gère que les composants jusqu'à 1 méga. Pour dumper les 1 méga restants, j'ai dû modifier la bibliothèque pour prendre en charge notamment les supports de mémoire relativement grosses. On a d'autres setups possibles pour ces systèmes de dump. Si vous avez un Raspberry Pi, il y a moyen de faire encore plus simple, à savoir que le Raspberry Pi intègre le module SPI en Python. Il y a des outils permettant aussi, avec des outils comme FlashROM ou Python SPI, de récupérer directement la mémoire. Et donc en scriptant un petit peu en Python, on peut dumper l'intégralité de la mémoire. Ou alors avec FlashROM, c'est un outil qui est natif et qui gère ça très bien. Et vous créez une image de la mémoire flash. Alors en quoi c'est intéressant la mémoire flash? Comme on l'a dit, ça contient le firmware. Mais pas que, on a aussi tout un ensemble d'éléments qui sont stockés dedans. Donc dans cette mémoire flash, on retrouvera notamment des fichiers qui peuvent être stockés, des configurations par défaut. On retrouvera bien sûr du code binaire, du code machine potentiellement, des données qui peuvent être compressées ou chiffrées, et des partitions qui peuvent aussi être précisées. C'est le cas de Broadcom par exemple, qui cloisonne la mémoire en plusieurs partitions qui peuvent être récupérées au niveau des adresses via le menu de maintenance. Comment trouver des systèmes de fichiers et des fichiers? Il y a un super outil qui a été développé par une personne qui fait du reverse hardware qui s'appelle DevTTYZ0, qui a un blog d'ailleurs, qui s'appelle Beanwalk. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà utilisé Beanwalk, mais c'est vraiment un outil qui est assez ultime. Vous lui passez directement un dump mémoire et il va chercher dans ce dump les signatures des différents types de fichiers. On peut trouver ainsi des binaires, des partitions, des formats de fichiers, des archives. Donc dans mon cas, j'ai passé donc la mémoire à Beanwalk et il m'a trouvé un système de fichiers SquashFS qu'on retrouve très rapidement très souvent sur des systèmes Linux, et puis plein de bouts de fichiers qui sont compressés avec LZMA, mais que je ne savais pas vraiment à quoi ça correspondait. Donc il a fallu un petit peu fouiller. Donc
le SquashFS qui est installé dans la mémoire, c'est un SquashFS qui est propre à Broadcom. C'est une version modifiée de SquashFS qui a un système de compression très particulier, basé sur LZMA, avec une signature qui diffère un petit peu. Le problème, c'est que si vous utilisez des outils Linux pour extraire les contenus de ces partitions SquashFS, ça ne marche pas. Donc il faut aller sur les sites d'OpenWRT, par exemple, un projet de firmware de routeur open source. Et à l'aide de ce projet, ils ont déjà travaillé là-dessus. Ce n'est pas la peine de réinventer la roue, il y a tous les programmes qui permettent de les récupérer. Donc à partir de là, j'ai donc pu récupérer l'ensemble des fichiers. Et il a fallu adapter un petit peu les outils pour traiter un cas particulier que l'on verra par la suite. On a aussi trouvé des données brutes, c'est-à-dire des chaînes de caractères, des paramètres, qui semblent être des paramètres dans un format que je ne connaissais pas. Donc là, il a fallu aussi rechercher comment étaient stockées ces informations. Là où ça devient intéressant, c'est que Broadcom a un format de fichier que l'on peut retrouver dans la mémoire flash. Ce format de fichier, qui est implémenté dans qui est supporté par les chipsets BSM 3383, a un en-tête, plusieurs valeurs, et dans ces différentes valeurs, on va retrouver notamment le nom du firmware. On retrouvera aussi des CRC, notamment le CRC de l'entête et le CRC du contenu, parce qu'il s'agit en fait d'une archive. On n'est pas sur un firmware complet. Et la compression utilisée, une compression, donc une variante d'LZMA, comme je disais. À l'aide de cette archive, on a quelques outils qui ont été publiés par OpenWRT qui permettent de décompresser l'archive. Et en décompressant l'archive, on récupère différentes images. Ces images, c'est vraiment de la mémoire qui va être claquée en mémoire vive pour pouvoir lancer l'application, le système en l'occurrence. On retrouvera par exemple un kernel. Il y a une image qui correspond à un kernel Linux qui va être chargé. Donc avec tous les chaînes de caractères du kernel, etc. Et j'ai trouvé une autre partition qui était vraiment du SquashFS, dans lequel on avait un système de fichiers Linux de l'XT3 qui était stocké. Le problème, c'est que ce qui m'intéresse dans ces différents éléments, pour pouvoir ensuite bidouiller, c'est la partie notamment interface web, qui a un bon point de départ pour savoir ce qui se passe. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé les pages web dedans. C'est un peu la question qui va me trotter dans la tête durant toute cette présentation. Un petit aperçu des chipsets Broadcom. On a vu rapidement ce qu'ils permettaient de faire. Je vais entrer un peu plus dans les détails par rapport aux applications. Donc bon, de base, on a des applications avancées qui sont intégrées. C'est-à-dire qu'en fait, Broadcom fournit un SDK qui permet de développer des applications métiers directement sur le chipset. Donc il y a une partie Broadcom qui est déjà toute prête et on peut ajouter nos propres applications pour, par exemple, mettre notre propre application web. Une belle interface avec des CGI maison. On peut aussi ajouter d'autres services, si l'on souhaite, que l'on peut développer avec le SDK. Et le SDK permet de générer le firmware directement. Le serveur web qui est intégré m'intéresse en particulier. Je disais tout à l'heure que la partition SquashFS n'avait pas de fichier web qui était intéressant, mais il y a un serveur web qui, lorsque je regarde la console, me dit j'ai accès à des fichiers web, en fichiers .htm, .js, etc. Mais ces fichiers sont bien stockés quelque part. Ils ne sont pas sur la partition SquashFS, ils ne sont pas dans la mémoire que j'ai dumpée. Où sont-ils? Donc pour les trouver, il va falloir creuser un petit peu. Pas de page web, un système basé sur un truc genre Linux. Bon, c'était un petit peu obscur. Et c'est là que quand on regarde la sortie console, on voit Dynamic Web Object from Image as Web Object Program Stored Image. Programme stored, stocké dans le programme, il y a des chances qu'en fait ça soit stocké dans l'image qui est chargée par le chipset. Or, il se peut qu'il y ait un format qui soit particulier. Et là vient la grande question. Comment ce satané chipset Broadcom stocke ces fichiers HTML, JS, etc. Rappelez-vous, il y a des applications dédiées. Et en fait, il s'agit d'une astuce de Broadcom pour stocker ces fichiers. Donc comment trouver des fichiers qui sont stockés dans l'archive? Eh bien, on va rechercher avec des mots-clés, notamment Program Stored, Web Object. Et en recherchant avec des mots-clés, on tombe là-dessus. Il s'agit du fichier, ici un dump exa, du contenu du fichier, tel qu'il a été extrait de la mémoire, notamment de l'archive qui était de l'archive de firmware. Si on regarde ici, on voit vendor web UI webobjects.sto, un format de fichier STO apparemment, qui n'est pas documenté. J'ai passé 2 jours sur Google à essayer de trouver des gens qui avaient travaillé là-dessus, mais il n'y a personne qui l'avait fait. Et on voit un WO qui apparaît ici. Et si on regarde un petit peu mieux, il se trouve que la structure que j'ai mis ici en violet correspond quasiment à l'entête des archives Broadcom. Il y a juste quelques petites variations sur notamment l'entête, le Magic qui est au début, qui fait 2 octets.
et qui correspond à un autre type de fichier. On n'est pas sur une archive de firmware, mais sur une archive qui a priori contiendrait des données liées au web. Bon, le problème c'est que ce format de fichier n'est pas documenté. Je n'ai pas accès à ce format de fichier, il n'y a aucune documentation qui est dévoilée par Broadcom. Par contre, si je modifie un petit peu mon programme de décompression d'archives et que je décompresse le contenu, avec la même méthode que pour le firmware, vu que c'est le même système de checksum et de compression, eh bien j'obtiens ceci, un deuxième fichier qui a une signature en WebO, une mention de BCM0 ou BCM comme Broadcom, et des petits marqueurs sympas, ainsi que du contenu qui est lisible. Ici, il s'agit d'un des fichiers JavaScript. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est face à un format de fichier qu'on ne connaît pas, et on va devoir l'analyser. Donc j'ai passé un petit peu de temps sur tout ça, en essayant de comprendre comment ça fonctionnait, parce qu'on a quand même un système assez compliqué. On a une archive, enfin un système de fichiers compressés, que l'on doit décompresser, rechercher une autre archive compressée, redécompresser pour trouver ensuite dans cette archive le format de fichier qu'on va reverser. Donc en identifiant les différentes structures, j'ai trouvé notamment des genres de tags et un système de stockage hiérarchisé. Donc des structures en WPAG et WRES. WPAG principalement c'était les pages HTML en fonction des différentes langues. Et WRES, eh bien l'ensemble des ressources nécessaires comme les JavaScript ou les images. Mais c'est encore obscur. Donc après recherche, j'ai encore identifié les différents éléments. C'est un format qui est stocké sous forme de chunk, un petit peu comme du PNG pour ceux qui ont déjà travaillé dessus. On a un marqueur sur 4 octets, une taille sur 4 octets, la donnée. Et ça continue comme ça. Marqueur, taille, donnée, marqueur, taille, donnée. Et bien sûr, dans les données, comme pour le protocole le TCP/IP ou la modèle OSI, on a une encapsulation. Et on peut retrouver dans les données donne, marqueur, tag, selon les cas de figure. Dans ces différents contenus, on retrouve notamment le chemin des fichiers pour les éléments web, le contenu, le nom du fichier, et puis un ID qui est donné par le système pour pouvoir l'appeler. C'est-à-dire qu'en fait, le programme, quand il fait référence à des pages, il ne les appelle pas par leur nom de fichier, mais par un ID qui est en fait un nom, un alias qui est associé à ce fichier. Pareil pour les ressources, on a le nom de la ressource et le contenu. C'est beaucoup plus sommaire. Donc, à partir de là, il est assez facile de prendre les différents éléments qu'on a pu repérer, de désassembler l'ensemble des fichiers, de ressortir toute l'interface web et de s'amuser. Pourquoi? Parce que dedans, on trouvera des fichiers cachés, et deux, on aura aussi des formulaires qui envoient des données à des CGI dans des conditions assez particulières. Vu que quand on se connecte sur l'interface Ethernet, on n'a pas accès à tous les fichiers de l'interface parce qu'il y a des parties qui sont cachées, si on n'est pas authentifié, si on n'est pas en mode maintenance, si on n'a pas un accès, par exemple, lorsqu'on est un technicien de chez le fournisseur d'accès, eh bien avec ce système-là, on a accès à tout. Et encore mieux, vu que c'est stocké dans le firmware et qu'on est capable de recréer le firmware parce qu'on connaît la méthode de compression et les systèmes de checksum, eh bien on peut envisager de modifier l'interface web pour faire des trucs sympas. En quoi c'est intéressant? Eh bien dans l'interface web, on n'est pas face à des pages statiques, mais il y a des pages qui ont des systèmes de tags, un petit peu à la ASP.NET, en inférieur, pourcent inférieur, avec des appels système. Et on peut s'amuser avec des appels système pour provoquer des comportements qui ne sont pas prévus. Alors, ce n'est pas le propos de ce talk, je vais rester simplement sur la partie format de fichier, mais il y a moyen de bien s'amuser. On peut très bien faire des nouvelles pages avec des nouveaux formulaires pour déclencher certaines actions, voire provoquer, désactiver certaines fonctionnalités. Ça reste tout à fait probable. Donc toujours est-il qu'avec ce système, vu qu'on sait comment c'est stocké, on peut envisager de reprendre le format de fichier normal, de modifier les pages, de recréer une archive, enfin le fichier ici qu'on a reversé qui contient les pages, de réintégrer ça dans une archive, de patcher directement dans l'image à l'endroit où était stocké le fichier original, l'archive originale, de remplacer ça par notre archive, de recompresser et de refaire une version de firmware. C'est un peu de boulot. J'ai automatisé ça avec quelques outils et avec ce nouveau firmware et le menu de maintenance, j'étais capable, via un serveur TFTP, de pousser le nouveau firmware. Et en poussant le nouveau firmware, c'est-à-dire en fait en demandant au système de venir le télécharger sur une IP particulière, eh bien il a récupéré le firmware, il l'a mis dans la flash et il a démarré dessus. Et du coup, j'ai pu modifier l'interface web. Ce qui est intéressant avec ce système, c'est qu'on peut modifier l'interface web et déployer disons une nouvelle interface. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner avec l'ensemble des outils. Peut-être pas en route quand même parce que c'est pas top. Je ne sais pas s'il marche les micros ici du pupitre. Bon, ça n'a pas l'air.
Yep. J'ai tout un ensemble de fichiers ici qui sont présents. Je vais commencer par vous présenter mon firmware inconnu, unknown.bin, qui est issu en fait du dump que j'ai fait précédemment au niveau de la puce. Et puis plein d'outils en Python, avec notamment une bibliothèque, qui permettent d'intégrer les checksums. Donc BCMPy que vous voyez ici, .so, c'est une bibliothèque Python qui intègre tous les calculs avec les checksums qui vont bien. J'ai rien inventé, c'est des fichiers qui sont issus du projet OpenWRT qui ont été récupérés et bindés avec du Python pour une simplicité d'utilisation. Donc première étape, une fois qu'on a l'archive, c'est de décompresser cette archive. Donc pour décompresser l'archive, on lance l'outil BCM unzip firmware. On lui passe le fichier unknown.bin. Il nous récupère le format d'archive et décompresse le fichier original. Ici, il s'agit du what the fuck BBQ NDH2K14. Oui, j'ai pas pris une archive existante, vous en doutez bien. Quoique, peut-être que certaines parties de l'interface web sont issues de choses que j'ai pu voir, mais vous n'allez pas les voir. Donc, ici, j'obtiens un fichier bin qui est en fait l'image décompressée, extrait de l'archive Broadcom. À partir de cette image, on va essayer de localiser l'archive qui contient les ressources web. Donc pour faire ça, on va lancer un coup de... que je ne me trompe pas. Findsto.py qui prend donc différents éléments et notamment, il va nous prendre l'image que l'on a sortie, qui est what the fuck BBQ, localiser dans cette image l'archive qui correspond à l'interface web, qui est située à l'offset 010248D4, et nous sortir ça sous forme de fichier found.sto. Et par la suite, on peut notamment, comme ceci, une fois qu'on a le fichier STO, décompresser ce fichier. Si je fais des trucs qui ne vont pas, ça ne va pas aller. Donc décompresser ce fichier comme ceci, en lui passant le found.sto. Il décompresse. Donc là, j'ai fait la double décompression, en fait, la décompression d'image plus la décompression de l'archive qui contient l'interface web. Et on voit qu'on a extrait le fichier vendor.webui webobjects.sto. C'est le fichier que j'avais montré tout à l'heure qui a été récupéré. Une fois qu'on a le fichier STO, eh bien, on peut le dépacker, c'est-à-dire ici, faire un unpack en lui précisant le type de fichier que l'on souhaite, une sortie comme par exemple le dossier WebUI dans lequel il va stocker l'intégralité des fichiers. Et donc à partir de là, j'ai ressorti tout l'interface web directement de l'image du firmware. Je peux la modifier et la recompiler. Bon, je vais refaire ici sans forcément faire de grosses modifications. Et à partir de là, ce que je peux recréer, par exemple, c'est reprendre cette fois-ci non pas le WUnpack, mais pack, et faire toute l'opération inverse pour reconstruire le firmware. Par exemple, reprendre le fichier, je vais l'appeler foundmode.sto par exemple, avec le dossier WebUI. Ça, c'est des paramètres qui sont un peu... ouais, je m'en doutais un peu. On va faire dans l'autre sens. Donc WebUI, disais-je, foundmode.sto. Donc ça nous fait le packing ici avec le nouveau fichier foundmode.sto. Et on peut utiliser ce fichier foundmode.sto pour le compresser et le réintégrer à l'image. Par exemple ici, si je le compresse, donc BCM zip webobject avec la version qui a été modifiée. Il faut mettre le fichier de sortie. Donc ici, je vais l'appeler imagemode.bin. Et il me recompresse l'intégralité de mon archive web. Après, j'ai plus qu'à l'injecter dans le firmware. Pour l'injecter dans le firmware, j'ai un autre outil qui s'appelle inject.sto qui lui fait le travail. Il faut lui passer un fichier. Ouais, le Python est un peu long aujourd'hui. Donc il faut lui passer le fichier injecté. Donc ici, il s'agit de ImageMode dans le what the fuck BBQ. Et on va faire une image de sortie que j'appellerai output pour l'occasion, que l'on met comme ça. Il identifie en fait l'endroit où se trouve l'archive et fait l'insertion. Ah, je crois qu'il y a l'effet démo qui fait des siennes. Bref, on a fait l'essentiel.
Donc à partir de là, on a tout un lot d'outils permettant de venir remettre en mémoire la nouvelle archive, de recréer un nouveau firmware et ensuite d'avoir un firmware prêt à être uploadé au niveau du chipset. Donc c'est une technique qui est assez intéressante parce qu'en créant des pages web spécifiques, on va pouvoir fuzzer, mais directement avec les API de Broadcom. Et là, ça devient très très rigolo. Alors que normalement, on est assez limité en termes de dialogue. Revenons à nos moutons. Ouais, pas ceux-là. Bon, ça m'apprendra à faire le... Donc l'exemple, je disais, hop, j'arrive sur la fin. Donc avec ces différents éléments, c'est plus facile, 1, d'identifier les CGI, 2, de modifier notamment le fonctionnement, de faire du fuzzing, et c'est encore mieux de trouver des pages qui sont cachées ou des fonctionnalités cachées permettant d'activer ou de débloquer certaines fonctionnalités au niveau du chipset Broadcom, en l'occurrence. On peut aussi jouer avec les paramètres. Pour le fuzzing, comme je disais, avec une page web qui est spécialement créée, qui va être injectée, on peut aussi travailler sur les appels système. Ça permet notamment 2 choses avec l'accès console. 1, identifier rapidement les crashs, et puis faire un meilleur monitoring pour fuzzer au niveau des appels système. Si vous couplez la création d'une page custom qui permet de faire différents appels système avec différents formulaires par exemple, à un port console, en couplant les deux, en faisant un monitoring sur le port console, vous pouvez savoir quand est-ce que ça plante. Vous pouvez récupérer toute la stack trace sans avoir à utiliser d'outils de debug réels sur ces chipsets. Et puis bien sûr, le reverse engineering qui va pouvoir être fait au niveau aider le fuzzing, du moins avec l'analyse des binaires qui vont être extraits de cette manière et qu'on retrouve assez rarement obfusqués. Par contre, n'oubliez pas qu'on est sur des architectures qui sont assez particulières. Ça peut être du MIPS, pardon, ou dans certains cas de l'ARM en fonction des différents systèmes que l'on va rencontrer. Bon, ici en l'occurrence, ce chipset c'était du MIPS et c'est un peu plus compliqué à reverser que du x86. En conclusion, ici pour l'analyse de ces chipsets Broadcom et des matériels hardware, c'est que le hardware hacking, ça reste quand même bien fun, il faut dire ce qui est. Mais des mains en cambouis, dessouder des composants, faire des dumps, c'est quelque chose qui est assez intéressant et que on peut quand même le faire, c'est-à-dire que même sans avoir de compétences particulières, on peut apprendre à faire du hardware hacking avec un peu de matériel. C'est ce que si vous êtes amené à faire du hardware hacking par la suite, c'est tant mieux. Au niveau de la sécurité des modems câbles, plus généralement, on est sur des systèmes qui sont embarqués, qui sont un peu moins sécurisés que la moyenne pour les systèmes. Il y a énormément de choses à faire pour la protection des données des utilisateurs. On peut trouver beaucoup plus de vulnérabilités et ils ne sont pas forcément très protégés contre la rétro-ingénierie. On l'a vu notamment avec la protection du port console et puis quelques bidouilles sur le format de fichier. En fait, ils jouent beaucoup sur l'aspect obscur de ces différents systèmes, mais quand on a un peu de volonté, on arrive à les reverser. Donc, pour terminer, vraiment terminer cette fois-ci, parce que je vois Claude qui commence à s'énerver, ne faites pas ça sur votre modem câble. Dites-vous bien que ça a été réalisé dans le cadre d'un contrat et quelque chose qui a été prévu. Je n'ai pas piraté mon fournisseur d'accès, d'accord? Et faites pas de même. C'est pas... Quoi? Pas possible, Freeman. Donc faites pas ça chez vous, bien sûr. Vous risqueriez de gros soucis. Et puis, pour vous entraîner, vous avez plein d'autres projets fun si vous voulez. Si vous avez des gamins à la maison, par exemple, avec des jouets qui ne marchent plus, vous pouvez les pirater, essayer de les bidouiller pour leur faire dire des choses sales, par exemple. Je suis sûr qu'on peut transformer des jouets d'enfants pour un truc pédobère. Ou alors vous entraîner sur des périphériques un peu particuliers, genre clavier infrarouge ou autre. D'ailleurs, je montrerai quelques exemples de ces différents hacks au workshop hardware ce soir. Bon, ça y est, fini. Il y en a qui ont des questions ? Merci pour la présentation, fantastique. C'est un sujet que j'ai commencé un petit peu à découvrir moi-même. Là, dans l'analyse de votre boîtier, il y avait un espèce de menu de bootloader qui vous avait permis de télécharger l'archive que vous avez fait. C'est ça. Est-ce qu'il vous est arrivé, est-ce que vous avez déjà fait
dans le cas où on n'a pas d'outil sur la carte qui nous permet d'uploader le nouveau firmware, et dans ce cas-là, il va falloir. Comment est-ce qu'on le fait à nouveau rentrer dans la boîte, quoi? On peut le faire en fait en insérant le firmware vers la flash. On aurait pu très bien réécrire la flash pour insérer un nouveau firmware. Et comment est-ce que vous l'auriez ressoudé sur la carte? Alors justement, là c'est plus compliqué pour ressouder, justement, c'est pour ça que j'ai préféré faire l'upload via l'interface console. Mais on peut le ressouder sur la carte, si on ne fait pas ça trop sale, en dessoudant. Le décapeur thermique a une fâcheuse tendance à arracher un peu les pistes, mais avec des outils plus professionnels, on peut ressouder ce genre de composants. Par contre, pour une analyse, c'est parfait. Bon, ce que j'ai pas dit ici, c'est que j'en avais 2 ou 3 à disposition. Ouais, Oui, j'imagine. parce que là, on casse un peu la boîte. Mais sinon, il y a un autre moyen, c'est de se souder directement les broches sur la puce. Et selon la configuration, ça peut ou ça peut pas marcher. Ça dépend vraiment des Est-ce qu'il n'y a pas de montages. risque que le reste du système intervienne sur les données qu'on récupère si on se branche dessus? Justement, c'est le problème. Il se peut que dans certains cas, ça intervienne. Mais le meilleur moyen, ça reste vraiment de faire un dessoudage. On peut dessouder proprement avec un décapeur, mais il faut être très très minutieux. Sinon, il y a toujours le moyen de venir souder sur des points de test qui sont pas très loin avec des fils et de faire un montage sale. Merci beaucoup. De rien. Bon. Je vois pas d'autres questions. Si, une au fond. Bonjour, merci. Juste une petite question. Combien de temps vous avez mis pour faire ça? La partie obtention de console m'a posé un peu plus de problèmes parce que j'avais un peu de mal à trouver le port. J'ai mis à peu près 3-4 jours à identifier vraiment cet aspect-là. Et une fois le port console obtenu, le dessoudage de la flash, le dump, ça a pris une journée. Le temps d'adapter la solution de dump. Je n'avais pas d'outil tout fait pour le faire. Donc j'ai utilisé la méthode Raspberry que je n'ai pas forcément montré ici, mais j'ai fait au début un dump avec un Arduino. Mais sinon, une journée à 2 journées pour un dump vraiment bon, qui est vérifié notamment. C'est impressionnant. Pas d'autres questions? Bon. Merci. Alors, on vous a pas menti, on vous a dit que ça serait du lourd. Alors,